Alors, qu'est-ce qui fait vraiment, mais alors vraiment, un bon développeur back-end aujourd'hui? Petit indice, ce n'est pas juste une histoire de savoir pisser du code. On va décortiquer ça ensemble, couche par couche, en partant d'un cas d'étude super concret pour bien comprendre. Allez, c'est parti! Pour faire ça, notre approche va être simple. On va peler le sujet comme un oignon. On va commencer par le cœur du problème, un vrai besoin métier. Ensuite, on regardera la solution qui a été construite. On plongera dans la technique, dans l'état d'esprit qualité, et puis dans les outils du quotidien. Et à la fin, promis, on aura le portrait robot complet du développeur moderne. Alors, pour commencer, mettons-nous en situation. Tout part d'un cas concret, celui d'une boîte de courtage en assurance. Et à la base, le problème n'est même pas technique, il est purement organisationnel. Un vrai casse-tête de gestion de données. Et voilà le chiffre clé, 17. Pourquoi 17 ? Parce que cette entreprise devait jongler avec les leads, les prospects, qui arrivaient de 17 sites web différents. Et pour corser le tout, certains sites étaient en Laravel, d'autres en Symfony. Imaginez un peu le bazar et la dispersion de l'info. La question qui se posait était donc assez simple au fond. Comment on fait pour prendre tout ce chaos, ce flux d'infos qui arrive de partout, et le transformer en un processus propre, rationalisé, centralisé? Bref, comment on transforme le bazar en quelque chose de pilotable? C'était ça le vrai défi à relever. Et la réponse à ce défi, quelle a-t-elle été ? Eh bien, le développement d'un CRM, un outil de gestion de la relation client. Mais attention, un CRM entièrement fait sur mesure. L'idée, c'était vraiment de digitaliser et de reprendre le contrôle sur tout le parcours commercial, du début à la fin. Et ce parcours, il est découpé en grandes étapes logiques. D'abord, on importe le prospect et on l'assigne à un commercial. Ensuite, ce prospect devient un client. De là, on peut générer son contrat, suivre les paiements qui arrivent et même gérer tout ce qui est service après-vente. On couvre vraiment tout le cycle de vie de A à Z. Mais bien sûr, derrière chaque étape, il y a des fonctionnalités assez poussées. Par exemple, l'import des prospects, c'est entièrement automatique via une API. Le système est assez malin pour détecter les doublons. L'assignation se fait de manière intelligente. Et puis, la génération des contrats, c'est automatique aussi. Ajoutez à ça des stats commerciales avancées pour le pilotage, une gestion très fine des droits, des notifs en temps réel et bien sûr une traçabilité complète de toutes les actions. On sait qui a fait quoi et quand. Ok, maintenant qu'on a vu le quoi, passons au comment. C'est le moment de soulever le capot et de regarder ce qu'il y a dedans. On retire une nouvelle couche de notre oignon pour explorer la stack technique et les choix d'architecture derrière ce CRM. Alors, sur quoi ça tourne, tout ça? Eh bien, sur une base technique très solide et, disons-le, assez classique aujourd'hui. Le framework, c'est du Symfony. Pour parler à la base de données, on a Doctrine. L'environnement de développement est géré avec Docker. Et pour le déploiement, tout se passe sur Azure avec une chaîne de CI/CD complète. Du propre, du standard industriel. Et là, on touche à un concept absolument crucial, la séparation des responsabilités. Il faut imaginer que le contrôleur, c'est le standardiste. Il reçoit l'appel, il comprend la demande, mais ce n'est pas lui qui fait le boulot. Il va passer la main au bon service qui, lui, est l'expert métier. Pourquoi on fait ça ? Parce que séparer les rôles, ça rend le code beaucoup plus simple à comprendre, à tester et à faire évoluer. Concrètement, qu'est-ce qui se passe à chaque clic ? C'est une mécanique super bien huilée. La requête arrive, le cœur de Symfony, le kernel, prend le relais. Grâce au routage, il sait exactement quel contrôleur appeler. Ce contrôleur, on l'a vu, va appeler les services pour faire le travail. Une fois que c'est fait, on construit une réponse et le kernel la renvoie navigateur. C'est un cycle prévisible, structuré et hyper efficace. Bon, on a vu la technique. Mais avoir une application qui marche, honnêtement, c'est le strict minimum. La vraie différence, c'est de construire une application de qualité, performante et surtout qui ne sera pas une galère à maintenir dans 6 mois. Et ça part d'abord d'un état d'esprit. Et un exemple parfait de cet état d'esprit, c'est la gestion du fameux problème N+1. C'est un piège de performance ultra classique. En gros, c'est quand votre code fait une première requête pour chercher une liste d'éléments, puis une autre requête pour chaque élément de cette liste. C'est le genre de truc qui peut littéralement mettre un serveur à genoux. Un bon développeur ne fait pas que corriger ça, il l'anticipe. Et voilà, l'image parle d'elle-même. À gauche, le cas d'école du N+1. Pour 100 utilisateurs, on fait 101 requêtes à la base. C'est lent, ça consomme des ressources pour rien. À droite, la solution efficace. On demande à la base de données, avec une seule requête bien formulée, de nous ramener tout d'un coup. Le résultat est le même, mais on passe de 101 requêtes à une seule. Et ça, c'est le point clé. La performance, ce n'est pas un truc qu'on ajoute à la fin. Ça se pense dès le début. Au-delà de la performance, la qualité du code, sa structure, sa maintenabilité, ça ne s'invente pas. Ça repose sur des principes, des fondations qui ont fait leurs preuves. Et dans le monde de la programmation objet, la référence absolue, c'est l'acronyme SOLID.
Solide, ce sont 5 grands principes. Le S, par exemple, c'est pour Single Responsibility. En clair, chaque classe doit faire une seule chose et la faire bien. Le O, c'est pour Open/Closed. L'idée, c'est que le code doit être ouvert à l'extension, mais fermé à la modification. On doit pouvoir ajouter des fonctionnalités sans tout casser. C'est une vraie philosophie pour construire du logiciel qui dure. Mais attention, la qualité, ce n'est pas juste des grands principes théoriques. C'est une discipline de tous les jours. Ça passe par des revues de code systématiques, ça passe par des tests automatisés pour s'assurer qu'on ne casse rien, ça passe par des outils d'analyse statique qui jouent le rôle d'un correcteur orthographique pour le code, et bien sûr, tout ça est automatisé dans une pipeline de CI/CD. Allez, on arrive à la dernière couche de notre oignon, les outils, les fondamentaux. Parce qu'un bon artisan, aussi talentueux soit-il, n'est rien sans une maîtrise parfaite de sa caisse à outils. Prenons Git. Un débat classique, c'est Git merge contre Git rebase. Le merge, c'est l'honnêteté brute. Il fusionne 2 branches et on voit bien tout le travail qui a été fait en parallèle. L'historique est complet, mais parfois un peu brouillon. Le rebase, lui, est un peu un rédacteur en chef. Il prend les commits et les rejoue proprement. Ça donne un historique tout propre, tout linéaire. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. C'est un choix stratégique d'équipe. Un autre exemple, la différence entre le double égal et le triple égal. Ça a l'air d'un détail, mais ça peut causer des bugs terribles. Le double égal compare juste les valeurs. Pour lui, le chiffre 5 et la chaîne de caractères 5, c'est pareil. Le triple égal, lui, est strict. Il compare la valeur et le type. Pour lui, 5 et 5 sont différents. La règle d'or, toujours utiliser le triple égal. Et évidemment, qui dit back-end dit base de données, donc SQL. Comprendre les jointures, ce n'est pas une option, c'est la base. Inner join, ça ne retourne que les lignes qui ont une correspondance dans les 2 tables. Left join, ça prend tout dans la table de gauche et ça ajoute les correspondances de droite si elles existent. Savoir choisir, c'est essentiel. Voilà, on a fait le tour. On a retiré toutes les couches de l'oignon. On est parti du problème métier, on a vu la solution, plongé dans la tech, parlé de la philosophie qualité et on a fini sur les outils. Maintenant, il est temps de tout remettre ensemble. Et cette phrase résume parfaitement la mentalité du développeur expérimenté. On voit bien que l'intérêt n'est plus seulement de coder une fonctionnalité. Non, c'est de participer à la conception, aux choix structurants, à la vision globale du projet, tout en restant, bien sûr, quelqu'un qui garde les mains dans le code. Et on va terminer là-dessus avec une question qui remet tout en perspective. Au final, la compétence principale d'un développeur, est-ce que c'est le code ou est-ce que le code n'est que l'outil ? La vraie compétence, ne serait-ce pas plutôt la capacité à analyser un problème complexe, à imaginer une solution élégante, à la construire de manière robuste et à la faire vivre dans le temps ? Le code, dans cette histoire, n'est que le moyen d'y parvenir. Et ça change tout.